Alors bonjour Yvan, Bonjour. Yvan Bourgnon, du coup, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce Sustainable Paris Forum. On va avoir l'occasion ensemble d'échanger. Tu es président fondateur de l'association Sea Cleaners, si on ne l'avait pas vu. Ouais. Alors, ma première question, ça va être comment est-ce qu'on passe d'une situation de navigateur skipper en solitaire, tendance un peu vieux loup de mer, à finalement chef de file militant voilà, d'une bande écologiste. Bah, pour être tout à fait honnête, ça m'est tombé dessus en fait. C'est pas quelque Ouais. chose que j'ai provoqué en me disant, en me levant le matin, en me disant je vais être écologiste. C'est vraiment le fait d'être témoin de cette pollution, notamment en 2014 quand je fais le tour du monde avec ce petit catamaran de sport à ras de l'eau et que je constate cette pollution des plastiques Mm. sur l'eau pendant des mois et des mois, où je suis obligé de m'arrêter pour débloquer ces plastiques qui sont dans mes dérives, dans mes gouvernails. Bah là, je prends conscience en fait de la pollution qui a évolué en 30 ans, puisque j'ai eu la chance de faire un tour du monde aussi petit avec mes parents au début des années 80. Et je vois cette différence et je constate ce drame. Et donc je me dis, waouh, ah oui, c'est moi, ma génération, c'est nous qui avons contaminé ces océans. Et je me dis, voilà, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Donc c'est finalement l'écologie qui est venue à moi, par évidence, quoi, en me disant, c'est mon terrain de jeu, c'est mon lieu d'amour, c'est mon lieu de voyage. Comment on peut rester les bras croisés? Et puis finalement, on est malheureusement trop peu à constater cette pollution. Quand on est sur Terre, ça nous saute aux yeux, une pollution tout de suite, mais sur l'eau, bah, on est très peu à la voir. On y reviendra sur cette notion justement de témoignage. En plein vent des globes, je me permettrai de te poser une petite question plus d'actualité, mais effectivement, ce sont des vrais grands témoins et qui ont aussi cet aspect de course, mais aussi de pouvoir baliser un peu ce qui repère. Alors toi, ta lutte, ta grande lutte, c'est vraiment la pollution plastique marine. Alors en quoi est-ce que c'est vraiment un véritable problème, cette pollution en particulier? Bah, la pollution des plastiques, aujourd'hui, on a des chiffres concrets. C'est 1 million d'oiseaux meurent chaque année à cause de ça, 100 000 mammifères marins, les coraux disparaissent, ça participe même au réchauffement climatique. Donc on voit bien que tout notre écosystème est en danger. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'études précises sur le corps humain, mais on sait quand même qu'on avale l'équivalent d'une carte bancaire, je crois, toutes les semaines de plastique. Donc forcément, on est aussi ces plastiques qui sont bourrés de poissons qu'on mange à la fin de la fête, bah forcément, Ouais. ça va nuire aussi à l'humain. Mais tout simplement, si on veut protéger notre écosystème, on a en gros détruit 60% de la vie sauvage sur Terre Ah oui, c'est impressionnant. en 40 ans. Ouais. Ouais. On a cette chance aujourd'hui que ce n'est pas le cas encore dans les océans. Hum. Et justement, il est encore temps d'intervenir pour éviter une partie du drame. Et donc, c'est en agissant dans les 20 prochaines années qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors, quelle solution alors, concrète hein, des acteurs de la société civile comme l'association Sea Cleaners peuvent-elles apporter, mettre en place pour lutter justement contre cette pollution plastique? Bah déjà, c'est bien identifier le problème là où il est. Mm. Aujourd'hui, c'est bien d'être exemplaire en Europe, mais quand on sait que le cœur du problème il est en Asie Sud-Est et bientôt en Afrique, bah c'est là-bas il faut se concentrer sur ces pays. Donc nous, on se dit, voilà, nous, ONG, prenons les devants. On sait très bien que des pays comme le Bangladesh, l'Indonésie et d'autres, bah, ils ne vont pas avoir les moyens financiers, ils ne vont pas avoir la réflexion C'est ça. d'aller Ouais. agir tout de suite sur le terrain. Et donc on se dit, bah, soyons précurseurs, soyons sur le terrain, soyons tout de suite dans l'action. Donc sensibiliser évidemment à terre, mais aussi agir en organisant des collectes à la fois sur terre et à la fois sur mer. Et voilà, le combat de Sea Cleaner, bah, c'est vraiment d'aller chercher dans les estuaires, dans les rivières, dans les fleuves, ces déchets avant justement qu'ils terminent au milieu des océans, de les capter tant qu'ils sont encore flottants et qu'on peut en Mm. récupérer une grande partie. Et tu pointes le doigt justement sur une zone géographique en particulier, le sud-est asiatique, hein, c'est ça, où Ouais. on a finalement c'est presque culturel, une consommation très forte en face de structures qui ne sont pas adaptées. Hein. C'est un peu ça qu'on peut constater. Globalement, voilà, on a 65% de la pollution mondiale qui se trouve là-bas. On a la Chine, évidemment, qui va faire un grand pas dans les 20 prochaines années parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire Bien entendu. et ils n'ont pas le choix. Mm. Mais les pays limitrophes n'ont pas tous ces moyens-là. Et on voit bien que il faut agir globalement. Aujourd'hui, quand on parle à l'Europe, ils nous disent mais nous, on va être exemplaires. Là-bas, ils n'ont qu'à faire comme nous, ils ont qu'à nous copier. Nous, c'est pas entendable, ça. C'est pas entendable. Quand on achète un ordinateur, cet ordinateur, il a coûté déjà à la fabrication là-bas sur place 1,5 tonne de déchets. Et on en fait quoi de cette tonne 5 de déchets? C'est pas pris en considération dans le Mm. coût de l'ordinateur. Donc on est responsable indirectement de ce déchet dont on ne sait pas quoi faire sur place en Asie du Sud-Est. Et ben voilà, c'est à nous, des ONG, tout comme on s'est préoccupé de l'humanitaire après la guerre 39-45.
aujourd'hui, le monde du déchet dans ces pays en voie de développement est un vrai sujet pour les ONG, un vrai sujet d'aide. Et on doit, nous, pays riches, contribuer à cette aide globale et internationale pour traiter ces déchets. Alors justement, c'est intéressant parce que tu as développé effectivement des solutions très concrètes. Alors quelle part prend les innovations technologiques dans ces solutions je dis ça dans le sens de favoriser aussi l'économie circulaire. Quelle part d'innovation technologique vous mettez dans ces solutions que vous apportez? Nous, la technologie, on n'a pas forcément cherché, mais quelque part, il faut être cohérent. Tu ne peux pas aller chercher 50 tonnes de déchets en consommant 50 tonnes de carburant. Donc, forcément, on a fait appel à la technologie, aux énergies renouvelables, pour se faire aider, pour se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ces déchets en ayant une empreinte carbone qui est quand même relativement faible. Et aujourd'hui, c'est la réussite du projet Manta qu'on va sortir en 2024, parce qu'on a un bateau qui est à 75% fonctionne avec des énergies renouvelables. Le bateau, c'est un quadrimaran, c'est ça? Alors, vous allez voir que ça va devenir un catamaran. Ah, ça va devenir un catamaran, okay. Voilà, mais c'est un grand catamaran géant de 55 mètres de long. D'accord. Et qui a une autonomie de 75%, seulement 25% d'énergie fossile, ce qui est remarquable pour un bateau aussi lourd, c'est du jamais vu. Et puis surtout, il va pouvoir traiter quasiment 100% de ses déchets à l'intérieur du bateau grâce à une technologie que vous connaissez peut-être, la pyrolyse. Et donc, c'est une vraie usine embarquée, c'est des vraies énergies renouvelables, c'est des gréements à voile, c'est des panneaux solaires, des hydrogénérateurs, une pyrolyse, des technologies comme ça de pointe Et la vraie opportunité de ce bateau, c'était de réussir à intégrer toutes ces technologies sur une plateforme réunie, en réunissant tout ça sur un bateau et en faisant fonctionner, en espérant qu'évidemment une unité n'est pas suffisante. Il faut déployer ça à quelques centaines d'unités. D'accord. Alors là, je vais me faire volontairement l'avocat du diable en me disant peut-être qu'on peut se dire que, et en même temps, certains se le disent et beaucoup, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? Parce que récolter tous les déchets plastiques en mer, quand on voit ce qui se déverse tous les jours sur nos terres, sur nos littoraux, est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance? Qu'est-ce que tu réponds à cette approche pessimiste? Alors, moi, je comprends. C'est le combat aujourd'hui de toutes les entreprises multinationales et des politiques de dire travaillons sur la priorité, allons faire en sorte de sensibiliser, de gérer mieux les déchets à terre. Et on les rejoint là-dessus. Nous, on dit allons-y, oui, évidemment, on a besoin de faire ce travail et faisons-le. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si à terre, on n'envoyait pas nos gens nettoyer les rues, ramasser les mégots, les rues de Paris seraient juste une catastrophe. Donc la pollution des océans, il ne faut pas oublier que c'est 10 millions de tonnes de plastique aujourd'hui. Ça sera 30 millions en 2060. Et donc, on fait quoi? On reste les bras croisés en se disant non, ce n'est pas la priorité. On s'occupe de ramasser à terre et sur l'eau, advienne que pourra. Non, il faut agir à tous les moments de la durée de vie de ces plastiques. Et justement, le fait de sentir que les politiques et les multinationales ne veulent pas aller sur ce terrain-là, nous, ça nous donne encore plus envie d'y aller. C'est comme l'humanitaire. L'humanitaire, ce n'est pas malheureusement les entreprises qui ont pris le truc à bras-le-corps, ce sont les ONG. Et heureusement qu'elles étaient là et qu'elles sont toujours là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se dit, c'est à nous d'être précurseurs, c'est à nous d'être là dans les 20-30 prochaines années, parce qu'on sait qu'à un moment donné, les États, ils ne sont pas stupides. Les États vont finir par comprendre que c'est une nécessité, qu'il y a des technologies qui existent, que ça fonctionne. Et puis à un moment donné, ces modèles économiques seront repris. Très bien. Alors, c'est difficile de ne pas parler de Vendée Globe en face de toi, et surtout après cette nuit terrible où Jean Le Cam a récupéré le skipper L'Escoffier, c'est ça? Ouais. Alors ça fait partie c'est une édition assez particulière cette année. Mais au-delà de l'aspect sportif, je voulais avoir ton retour sur justement ces navigateurs en tant que témoins. Qu'est-ce qu'ils font comme action, eux, qu'on ne verrait pas forcément dans les grands médias, pour justement remonter la situation tragique actuelle en termes climatiques? Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. C'est pas facile parce que moi j'ai été compétiteur pendant 25 ans et je sais odieux si c'est compliqué d'être à la fois compétiteur et écologiste. C'est pour ça que à un moment donné il faut faire le choix pour être 100% écologiste. Mais malgré tout, ce qu'ils font, c'est formidable parce que ces compétiteurs qui sont à la chasse au poids permanent embarquent parfois jusqu'à 30, 40, 50, 60 kilos de matériel pour le service de la science. Alors Dieu sait si ça leur ralentit leur bateau. Mais voilà, c'est des balises qu'ils vont pouvoir jeter dans des endroits stratégiques de l'océan, là où pour l'instant il n'y a pas vraiment de données. Ils vont pouvoir analyser, les scientifiques, avec ça, l'acidité de l'eau, la salinité, etc. Et en fait, ils vont pouvoir vraiment contribuer à l'évolution de la science. Il faut savoir que les scientifiques qui explorent aujourd'hui les océans sont très peu nombreux.
On dit qu'à terre, il n'y en a pas assez, mais alors sur les océans, c'est une pacotille. Ouais. Donc on a très peu de données. Et voilà, je suis très heureux de voir que l'organisation et la plupart des concurrents du Vendée Globe jouent le jeu, y compris dans ceux qui sont dans les leaders et qui jouent la gagne. Et ça, tant mieux. Et il faut que ça soit aussi des porte-drapeaux, ces skippers. C'est quand même nous qui sommes sur l'eau en permanence. C'est nous qui voyons ces déchets. Là, on a vu quand même, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Kevin Escoffier. Est-ce qu'il a tapé un ovni ou est-ce que c'est un problème structurel? Mais on sait en tout cas qu'il y a eu déjà des objets tapés, notamment Alex Thompson, hein, qui a cassé son safran et qui a abandonné la course à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est quand même dramatique dans ce sport aussi de se dire qu'il y a 20-30% des concurrents qui abandonnent juste parce qu'il y a des containers, il y a des objets qui flottent. Et voilà, c'est juste intolérable. Et donc, c'est légitime à nous, skippers, de se battre pour lutter contre ça et d'être le témoin de cette pollution. Parfait, très bien. Petit instant promo, j'ai vu que tu sortais un livre avec ton frère, Les Fils de la mer, c'est ça? C'est un hommage à Laurent. Il est sorti malheureusement le livre dans le premier confinement. Mais voilà, c'est Fils de la mer, c'est 5 ans après la disparition de Laurent. J'arrive à trouver les mots en fait pour raconter notre histoire de famille, ce qu'était Laurent, ce grand compétiteur qu'il a été. Et puis voilà, de partager un peu ce petit bout de vie qu'on a eu tous les deux avec nos amis, avec nos proches, avec nos préparateurs. Et voilà, l'idée c'était de le mettre sur papier. Ça m'a fait du bien aussi de pouvoir exprimer tout ça, de pouvoir sortir, de pouvoir maintenant je repense plus à Laurent avec les bons souvenirs, avec cette tranche de vie qu'on a eue, qu'on a partagée sur ce bateau, le Primagaz. Et du coup, j'espère que vous aurez plaisir à le découvrir. J'ai vu que tu le poussais en tant que livre que tu faisais avec Laurent, et c'est pour ça que je me permettais de le lancer de cette manière-là. Merci beaucoup Yvan, à très bientôt. Ouais, merci.